récemment, un riche américain s'est payé le luxe d'abattre pour 50 000 dollars Cécile, lion à crinière noire et icône du parc national Wang au Zimbabwe. Alors, le corps de l'animal a été retrouvé dépecé, la tête tranchée en guise de trophée, ce qui a provoqué un scandale mondial malgré les excuses de l'américain. Qu'avez-vous à nous dire sur ces pratiques? Alors, plus que le délire maniaque d'un dentiste à Merloc, on est vraiment dans l'idéologie du colon, quoi. Je peux me l'accorder, quoi. Le seul fait de tuer un animal parce que c'est un lion à crinière noire, donc il en reste plus beaucoup. euh, le, allez, c'est vraiment c'est une société malade qui accouche d'hommes qui tue pour ça. Par contre, autant la réaction mondiale a été certes émouvante dans un premier temps, puis totalement disproportionnée, ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à en tirer. Il y a la montée d'un sentiment écologique et patrimonial en Afrique comme en Asie. À titre personnel, je l'observe beaucoup plus écologiste en Asie, ce qui est normal. Free trade, pas de normes environnementales, déchets industriels et autres, ce qui vient de se passer en Chine, avec le stockage des produits dangereux. Ça donne une pensée, disons, plus écologiste que je vois se développer chez les jeunesses éduquées des pays d'Asie. En Afrique, c'est un sentiment patrimonial. C'est-à-dire, c'est nos arbres, nos lions, etc. Et je trouve ça très simple parce que ça participe de la réappropriation africaine de la terre africaine. Ensuite, je pense qu'il faudra peut-être un jour que ça aille jusqu'au bout, et pas que sur cette question-là. Ça peut être aussi sur certains mœurs décadents et dégradants d'occidentaux, là plus au nord, vers le Maroc ou d'autres. Vous voyez pas ce que je veux dire par là? Au-dessus de 14 ans, c'était qui disait ça déjà? Peu importe. La Tunisie, ils y vont. Au Maroc aussi. Et dans tous ces pays-là, que ce soit les mœurs dégradantes vis-à-vis des populations ou vis-à-vis de l'environnement ou des animaux, mais à un moment, ça ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'équivalent de ce monsieur sympathique dentiste américain sera attrapé par une partie de la population et c'est lui qui sera ouvert en deux. Je n'y appelle pas, je le regretterai pas pour autant. Ça aidera même certains dirigeants africains, je pense à Robert Mugabe particulièrement, qui aime beaucoup faire sacrifier des jeunes éléphants, ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis de ça. Mais la prise de conscience dans les pays africains, qui d'ailleurs demandent des comptes à cet Américain par voie de justice, est quelque chose de très sain. Et c'est vraiment, sinon l'affaire elle est triste, mais anecdotique. Si elle ne dénotait pas ce sentiment qui fait qu'on peut s'en sortir par le haut. États-Unis maintenant, j'aurais voulu votre avis sur un personnage qui agite la sphère politique américaine jusqu'à son propre bord politique. Il s'agit bien sûr de Donald Trump. Alors, The Donald. The Donald. Alors, on va mettre de côté la personnalité de Donald Trump, parce qu'il faut aimer les riches, quoi. Moi, quelqu'un qui fait allusion à son porte-monnaie toutes les 10 minutes dans un interview, je trouve ça insupportable. Par contre, qu'est-il dans la vie politique américaine? Ce duel dynastique, parce que nous étions embringués pour 2016 dans un duel dynastique. Les Clinton contre les Bush. Enfin quelque chose de neuf. Pas tellement neuf que ça. C'est quoi, Trump? C'est la haine de Washington DC. C'est la haine de l'État central fédéral. C'est du jeffersonisme. C'est un sudiste Trump? Ouais. Si vous voulez, le jeffersonisme n'est pas nécessairement présent dans les États du Sud. Il peut être présent bien ailleurs. Pour revenir pour nos amis, les deux grands pères de l'Amérique, Hamilton, centraliste, pour faire court, qui a, avec ceux qu'on appelle les fédéralistes, dirigé
la constitution de la déclaration la rédaction de la constitution américaine. Jefferson était ambassadeur à Paris à ce moment-là. À cette époque-là, il faut des semaines pour aller de Paris, pour aller de Paris en Amérique. Même chose pour le courrier. Donc Jefferson n'a pas pu avoir l'influence qu'il avait sur la structure, qu'il voulait avoir sur la structure américaine. Donc, certainement, si Jefferson avait dominé cette rédaction, les États-Unis auraient une forme confédérale. Or, il y a, à chaque fois que l'Amérique, à chaque crise profonde, soit l'Amérique se recentralise, le dernier grand centralisateur de l'Amérique, ça a été Roosevelt. Et le régime et l'influence des médias de masse sur le régime présidentiel américain est allée vers plus de centralisation. Même chose pour le fait qu'au poste de gouverneur, vous ne pouvez pas être élu, vu les mises de fonds nécessaires, sans un parti derrière vous. Donc, Trump est un homme richissime, je pense que tout le monde voit qui est Donald Trump, mania de l'immobilier, et donc lui, il est affranchi de ce système-là. Parce que lui, il n'a pas besoin d'un organisme derrière lui. Il est riche, il est l'homme le plus riche qui se soit présenté à la présidence des États-Unis, certainement. Mais au-delà de sa personnalité, de sa personne, que je trouve sincèrement décevant, à tous les niveaux, il est comme d'ailleurs cet homme qui se dit socialiste du côté démocrate. Ça monte. L'establishment américain qui n'a pas pu solder, et là on est face à une révolte sudiste, au populisme, ce qu'on appelle le populisme américain. Nous allons y revenir dans la rubrique livre. Dans le populisme américain, c'est-à-dire une lutte contre le fédéralisme. D'ailleurs, qui est l'un des seuls soutiens de Trump ? C'est l'un des représentants du Texas qui est du Tea Party et lui-même sécessionniste, vu qu'il y a un risque sécessionniste léger dans une partie des États du centre et des États du sud. Très léger, attention. Mais par exemple, cette opération de défense stratégique du territoire qui a consisté à envoyer des troupes au Texas et qui a fait un véritable ramdam aux États-Unis hors du commun, qui n'est pas arrivé jusqu'ici à quelques mois, a réveillé ces tendances-là. Et Trump est le signe de ça. Et le caractère de plus en plus dynastique et naturalisé, enfin d'inégalité naturalisée, on pourrait même dire à ce niveau-là fossilisé, dont les Clinton et les Bush sont des émanations de ce système fossilisé, ça veut dire que l'Amérique bouge, quoi qu'on en pense. Elle bouge lentement, nous y reviendrons dans la rubrique livre, mais elle bouge lentement, Trump en est... Moi, j'ai pas à dire c'en est un mauvais symptôme parce que je suis pas américain, donc j'en ai pas le droit. C'en est un symptôme. Ensuite, ça veut dire que il faut bien comprendre une chose. L'élection de 2016 se fera dans un cadre terrible pour l'Amérique. Les indicateurs économiques sont bien pires qu'à la dernière élection présidentielle. Le souffle qu'Obama a insufflé et qu'il a trahi, outrageusement trahi, va laisser des traces. Particulièrement dans des populations, comme la population noire, qui sont très favorables au Parti démocrate. Tout n'est pas aussi joué qu'on ne croit. Ça va être très intéressant, je pense. Restons de l'autre côté de l'Atlantique avec une autre question d'un de nos adhérents, A7. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba semblent se consolider. Un article paru sur Atlantico parle de l'envoi de plusieurs milliers de GI au Pérou à la fin de cette année. Pourriez-vous nous donner votre avis sur la politique états-unienne en Amérique latine et centrale ? Alors, il y a 3 faits à prendre en compte. Nous en avions déjà parlé de Cuba. Vous avez dit que, ce qui n'est pas très étonnant, maintenant que c'est Raúl Castro qui domine, il y a un petit secret que quand on fait beaucoup d'histoires des idées politiques, on sait. Les frères Castro n'ont pas toujours été des hommes très à gauche.
même dit que les syndicats étudiants qu'ils avaient fondés à La Havane il y a plusieurs décennies, qui était leur première action politique, était, disons, beaucoup plus des chemises noires que des chemises rouges, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, peu importe. Donc d'un côté, Raúl Castro, ça ne m'étonne pas, puis il est face à la diaspora cubaine de Miami, je vous avais dit que ça irait dans ce sens-là. Hein. Par contre, ça va porter très vite un coup à ce qu'on appelle la révolution bolivarienne. Très vite. Ça, c'est... et puis la diaspora cubaine de Miami, c'est quand même pas le type humain le plus évolué, je vous garantis. Et c'est dans un contexte de réaffirmation de certains points de la doctrine Monroe. Pourquoi l'Amérique retourne vers son précaré? Elle retourne face au pays qu'elle peut dominer. Totalement. Ensuite, elle essaye. Pas dit qu'elle réussisse. Mais nous sommes dans un contexte où les BRICS, où cette fiction, je l'ai dit plusieurs fois, que les BRICS c'est une fiction, ben là on va le voir, parce que le Brésil s'affaiblit, et surtout on le voit sur un autre plan, beaucoup plus dangereux. C'est que l'Amérique utilise ses flottes de guerre qui font le tour du continent, enfin du sous-continent latino-américain, et dès qu'un pays s'affaiblit, on met des bases. Il y a une néocolonisation de l'Amérique latine qui est en cours. Bien évidemment, j'espère qu'elle échoue pour le bien de ses populations. Après, pourquoi Washington s'empresse comme ça? Pourquoi Cuba, tout de suite, pourquoi fallait que ça aille si vite? C'est aller vite, Cuba. Pourquoi? Premièrement, parce que il y a une partie très, très minime des États latino-américains qui regardent vers la Russie. Très, très minime. Par contre, beaucoup regardent vers la Chine, qui est un des premiers investisseurs sur le continent. Ça, par contre, ça gêne Washington. C'est un serrage de vis. Et ça ne veut pas dire que je souhaite que la Chine prenne trop de part chez les latino-américains. Ça veut dire qu'il faut d'urgence que certains États de la zone réaffirment leur souveraineté face à toutes ces ingérences étrangères. Ça peut être l'Argentine, ça peut être le Brésil, etc. Face à l'Amérique, mais aussi face à la Chine. Partenariat commercial, oui, mais pas plus. Question de Guillaume maintenant. Pensez-vous que l'accord entre les États-Unis et l'Iran marque une nouvelle donne au Moyen-Orient et quelles seront les implications sur le conflit syrien? Alors, comme je vous l'ai dit, moi ça fait 2 ans que mes équipes travaillent sur le rapprochement irano-américain. Donc j'ai pas été trop surpris, ça va. Par contre, dans des sphères universitaires françaises, moi j'ai été sanctionné, lourdement sanctionné, pour avoir défendu cette thèse. Moralité. Le grand souci, c'est que l'Amérique, l'accord n'est pas encore en application. Donc c'est très difficile de voir ce qu'il va donner réellement. Ensuite, c'est un point. Le fait même qu'il ait eu lieu est un point central dans le fait d'aplanir certains conflits de cette zone de la part de l'Amérique pour redéfinir son influence et ses alliances. Pourquoi? L'Amérique s'est rendue compte, là encore, elle a accéléré le processus avec les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte de tout le mal que les Saouds peuvent leur faire. Vous savez, la relation symbiotique malsaine que les Américains ont avec les Saouds, ils l'ont vu dans l'effondrement en cours de toute l'industrie du pétrole de schiste. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite a voulu maintenir les taux tellement bas que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui une menace pour des pays comme l'Iran, comme la Russie, comme l'Indonésie, parce que tous ces pays-là, le facteur pétrole est un facteur lourd de l'économie de ces pays-là. Or, les industries de gaz de schiste ne pouvaient pas tenir au-dessous de, je crois, $80.
l'Arabie Saoudite a tout fait pour détruire donc l'industrie du pétrole obtenu par fracturation hydraulique. Et là, les Américains se sont rendus compte que les pactes qu'ils avaient besoin d'aller plus vite dans le fait de diversifier leurs alliances. Ce qui était déjà en cours. Il y en a qui vont être très déçus. La large partie de l'élite iranienne ne veut plus. Je ne parle pas du Conseil de la Révolution, je parle des autorités politiques, pas des autorités religieuses religieuses et politiques dans le cas du Conseil du Conseil de la Révolution. Mais l'ayatollah Khamenei a essayé de radicaliser les positions de l'Iran sur cet accord, voire certains ont dit qu'il essayait de le torpiller, a priori ce n'est pas le cas, ou du moins il n'y est pas arrivé. Une partie des élites iraniennes a renoncé au mythe de la révolution, de l'exportation de la révolution islamique. Ils veulent ressusciter une sorte de nationalisme perse. Et pour cela, ils ont besoin d'aplanir Vous avez vu les images de l'IS à Téhéran, le soir de la signature de l'accord. Bon, vous avez quand même toute une partie du peuple iranien qui est très heureux de pouvoir respirer, parce que le peuple iranien a souffert en silence, mais il a souffert lourdement des sanctions internationales. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que, en plus, les Iraniens, l'actuelle administration iranienne entend rééquilibrer elle-même son jeu, parce qu'elle s'était beaucoup tournée vers la Chine et vers la Russie. Tout ne s'est pas si bien passé que ça. Preuve qu'un État, ça n'a pas d'amis. Et donc, eux aussi rééquilibrent. Sur le conflit syrien, le gros problème du conflit syrien aujourd'hui, c'est que Daesh termine ce que le Front al-Nosra n'a pas pu faire. Et les rebelles humanistes. Le problème, c'est que, c'est les rebelles humanistes syriens, premièrement, à quelle adresse, et deuxièmement, la dernière fois qu'ils ont tenté de faire un congrès, ils ont loué les dernières cabines téléphoniques de la région parisienne. Mais le grand souci, c'est que les islamistes étant d'une écrasante majorité des troupes combattantes syriennes. L'armée syrienne libre, comme je vous l'ai dit, 3 mots, 3 mensonges, aujourd'hui est une armée de seigneurs de guerre qui n'a quasiment plus de colonne vertébrale de commandement, quoi. Même si elle est, d'un point de vue numérique, celle qui aurait le plus d'hommes, mais elle n'a plus de réalité. Donc si vous voulez, le vrai problème, c'est que en Syrie, comme en Irak, ça aidera à s'attaquer à Daesh, peut-être, mais ça aidera à s'attaquer à Daesh, peut-être, ça aidera peut-être à calmer le conflit syrien. Ensuite, si vous voulez, une partie, tout va dépendre en réalité des élections dans un an, les Américains. Là, l'administration Obama est en roue libre. Elle est en roue libre, c'est sa dernière année de mandat. Maintenant, chacun fait sa diplomatie autonome. Ça va dépendre des clans qui vont s'affronter à Washington. Malheureusement, le peuple syrien n'est pas sorti de l'affaire. Malheureusement. On va rester dans cette partie du monde avec un mot sur le Yémen. Je crois que vous voulez nous parler de la situation dans ce pays. Alors, le Yémen est un peu sorti de nos radars. Néanmoins, il y a quelque chose qui s'y joue et il faut quand même essayer je pense, l'identifier. Le nouveau roi d'Arabie Saoudite est un homme qui va nous obliger à réviser ce que nous savons de ce pays. Premièrement, il a rajeuni très lourdement son entourage, évidemment avec des membres de sa famille, mais bon, on est en Arabie Saoudite. Le nom du proprio est marqué sur le pays, donc c'est au moins un avantage.
ce n'est plus une gérontocratie. Plus comme ça l'a été depuis, comme ça l'a toujours, comme ça l'a été depuis le début du protectorat américain. C'est un homme redoutable, le roi Salman. Redoutable. Je peux vous garantir qu'une partie non négligeable, quand on connaît son histoire, disons du partenariat américano-saoudien qui s'est joué en Afghanistan dans les années 80, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les fameux Freedom Fighters, vous avez vu la tronche. C'est fou hein, ce qu'on peut faire croire aux gens. Est en partie son œuvre. Une partie de la guerre faite au pétrole de schiste est également son œuvre. Un homme redoutable. En réalité, au Yémen se joue un affrontement avec les Iraniens. Avec un rôle tout à fait particulier d'attente bienveillante de la part d'Israël. Pourquoi ? Parce que, on va prendre un truc simple. C'est pas un conflit religieux. La branche du chiisme présente au Yémen est assez proche du sunnisme des autorités. La seule chose, c'est que les chiites ont été relégués. Et l'Arabie Saoudite a peur des chiites. Pourquoi ? Il y a entre 15 et 20% de chiites en Arabie Saoudite. Et ils sont dans les zones pauvres du pays, sauf ceux qui sont autour des champs pétrolifères de Daran. Ce serait un danger terrible pour l'Arabie Saoudite. Or, les Saouds jouent une sorte de... Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Ronald Reagan disait « America is back ». Mais la guerre du Yémen, c'est un peu... l'Arabie Saoudite est de retour. C'est une fierté d'être saoudien que Salman porte. Ça lui permet au passage d'affaiblir, pas l'Iran directement, mais le Hezbollah qui est présent au Yémen. Qui au passage ne peut que contenter Israël, par exemple. Qui voit un de ses vieux adversaires s'affaiblir, vu que les hommes du Hezbollah sont présents contre Daesh, ils sont présents au Yémen également. Et en réalité, c'est un conflit interposé. C'est un conflit de puissance interposée. Le grand problème, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus, c'est que l'Arabie Saoudite ne maîtrisera peut-être pas l'escalade qu'elle est en train de faire, mais qui est directement liée à notre sujet précédent. Car l'Arabie Saoudite va multiplier les alliances de revers avec Israël. Mais c'est également pourquoi elle arrive comme ça en France. Parce que l'allié américain n'est plus aussi sûr qu'avant. Elle arrive avec la France, avec d'autres pays, qu'elle peut acheter. Parce que c'est le grand pouvoir des Saouds. Et si vous voulez, ces alliances de revers, parce que c'est la domination de tout le Golfe qui se joue, peuvent nous entraîner dans un engrenage que nul ne maîtrisera. C'est l'un des risques de la diplomatie des Saouds. Rappelez-vous, Daesh, ils ont tout fait pour que ce monstre se développe. Aujourd'hui, ils exigent de l'Égypte parce que l'Arabie Saoudite n'a pas très confiance dans son armée. J'entends bien, oui. Elle achète des armes comme des anxiolytiques, elle n'a pas les hommes pour les piloter. Enfin, ou alors elle prend des mercenaires. Elle exige de l'Égypte 30 000 hommes. C'est juste ce qu'on appelle un signal faible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre ce conflit de vue. Voilà. Une question d'Alexandre, adhérent également, qui désire votre avis sur les effets des sanctions occidentales contre la Russie. Il est multiple. Déjà, il y a une substitution. Déjà, il y a des marchés que nous ne retrouverons jamais. Parce qu'ils ont été pris généralement par des pays latino-américains. Bon. Je vous donne un exemple, et nous avons des contre-coups. Contre-coups typiques, l'affaire du port en ce moment. Mais l'affaire du port, c'est à la fois l'euro, les travailleurs détachés allemands. Je mets de côté le Danemark, parce que nos trois grands, c'est là où on voit que, sur le dossier du port, qui est l'un des visages des contre-coups de la Russie, ce n'est pas que le contre-coup de la Russie.
c'est le fait que l'Allemagne utilise des Roumains à salaire roumain. C'est... Je mets de côté le Danemark, parce qu'on a le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, qui sont nos trois grands adversaires sur le marché du porc. Ensuite, c'est là où on voit que démondialiser en gardant la structure européenne est une connerie. Parce que la plupart des pays qui détruisent les emplois en France ne sont pas ni en Chine, ni en Inde, ni où que ce soit. Ils sont en Europe. Et en réalité, pour lutter contre ce dumping social des travailleurs roumains en Allemagne, payés à salaire roumain, les travailleurs détachés, on devrait utiliser notre monnaie. On ne peut pas parce qu'on a l'euro. Voilà le problème du porc français. Ensuite, s'y rajoutent les sanctions avec la Russie dans un contexte de stagnation de la consommation de porc en France. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que les sanctions contre la Russie vont fragiliser des secteurs déjà fragiles. Voilà. Et boucher des voies de développement, certaines définitivement. Parce que quand vous avez été remplacé sur le marché intérieur russe pour certaines denrées par des produits latino-américains, bon, bah, c'est fini. Vous n'y reviendrez pas. Donc voilà, je pense qu'en plus le régime des sanctions est très loin de se lever. Peut-être d'ailleurs s'intensifier. Donc, j'espère me tromper, mais bon, je vois pas la situation revenir. Un mot sur la situation migratoire dans les pays comme la Hongrie qui construit un mur, par exemple, la Macédoine qui a décrété l'état d'urgence, ou encore la Slovaquie qui n'accepte que des migrants chrétiens. Alors, selon vous, ces pays vont-ils résister plus longtemps ? Non, parce que Bruxelles leur a demandé de prendre leur quote-part. Vous savez, l'Union Européenne, c'est Solana plus Conchita. Vous boirez le poison jusqu'au bout. Aucun problème là-dessus. Donc, si vous voulez, voilà. Et là encore, le rôle de l'Allemagne. On va prendre le cas de la Hongrie. Alors, ce que vous appelez très gentiment un mur, Christopher. Moi, j'appellerais ça plutôt un haut muret. À tel point qu'il y a une blague qui circule à Budapest, m'a-t-on dit, qui a été, de toute façon, nous les Hongrois, on est très bons au sport. Beaucoup par exemple, de tennisman et de femmes tennisman qui sont d'origine hongroise. Mais on est très mauvais en athlétisme, et donc on fait un haut muret, comme ça, tous ceux qui arriveront à le sauter d'un coup, on les prend dans l'équipe nationale pour les prochains JO. S'ils arrivent à le sauter à pieds joints. C'est à peine faux. Je vous le dis tout de suite. En plus, le mur n'est pas sur la frontière. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas besoin, pour avoir le statut de réfugié politique, de l'enjamber. Ils s'assoient en tailleur de vent. Je sais, j'ai un de mes amis qui y était, là, que je salue d'ailleurs, qui est un de mes camarades et qui vient de se marier en Hongrie, qui était devant ce mur il y a 48 heures. Donc, si vous voulez, là encore, le rôle de qui ? De l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a dit qu'elle prenait ceux qui baragouinaient l'allemand et qu'elle pouvait utiliser, et qu'en échange, la Hongrie devait en prendre 40 000 et qu'elle les bouffe. Alors que l'Allemagne va en prendre 800 000. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est en suicide démographique de toute façon. Alors pourquoi pas prendre des Afghans de toute manière ? C'est pas grave que... Vous savez, c'est quand même pas la disparition du peuple allemand qui va me tirer de chaudes larmes. Mais le grand souci, c'est que l'Allemagne joue avec tous ces pays-là parce qu'ils veulent tous aller en Allemagne. Tous ces migrants. Et le tout, c'est que l'Allemagne, elle, prend ce qu'elle veut et dit aux autres de crever. Pire que ça, ce projet délirant, qui pour l'instant n'est qu'un projet, je l'espère en tout cas, d'en mettre, je ne sais pas, m'a-t-on dit, plus de 300 000 en Serbie. On est chez les grands malades. Là. Voilà, hein, si vous voulez, là encore, l'Union Européenne et l'Allemagne foutent tous ces peuples-là devant une situation qu'ils n'arriveront pas à gérer. Or, en Europe de l'Est, ça tournera à la violence rapidement. Hein. Ça tournera à la violence rapidement. Déjà en Macédoine, je crois qu'ils sont allés à la grenade quand même. On n'est pas tout à fait... C'est pas folklorique. Et le pire, c'est que là, il y en a 500 000 d'arrivés. Il y en a encore 500 000 qui arrivent jusqu'en décembre. Et il y en a 750 000 en mouvement. Et pour une vague qui arrive, il y en a une vague qui part.
Donc si vous voulez, à un moment, faut... Et là encore, on est face à l'idéologie, on est face là à l'idéologie du grand capital qui va pouvoir faire régresser les niveaux de vie en Europe continentale. Bon, ben voilà. Ça va vraiment être une catastrophe pour le coup. C'est une catastrophe humanitaire et sociale, ça se voit à Calais, ça se voit dans un équivalent de Calais qui est en Hongrie, avec une véritable catastrophe. Donc voilà, mais par contre, ça démasque ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire, outre de faire vivre à des peuples récalcitrants le supplice de la baignoire, j'emprunte l'image à Schöndatt, je crois, sur le peuple grec, eh bien, il va vous faire boire le calice immigrationniste jusqu'au bout. Par contre, ça a un avantage. Je discutais avec des amis qui, eux, sont très attachés au fait d'identité et qui arrivaient mal à comprendre le fait de souveraineté il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, ils comprennent ce que c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est de pouvoir dire à quelqu'un qu'il n'a pas entré sur ton territoire. Et quand on n'a pas la souveraineté, qu'est-ce qu'il disait l'ancien vendeur de fringues à la Berde, comment il s'appelle? Attali, je crois. Un pays, c'est un hôtel. Ben voilà. Et vu comment ça tourne dans certains pays avec le fait migratoire, ça va vite devenir des hôtels de passe. Mais là, on passera de Attali à DSK. Mais bon, peu importe. Voilà. Parlons de la Turquie maintenant. Est-ce que le pouvoir d'Erdogan est en train de s'effectuer? Le système Erdogan, le système de Erdogan, je crois que c'est dit comme ça, il n'arrive pas à bout. Faut quand même pas déconner, il a fait plus de 40% dans les élections. Ensuite, les dérives autocratiques d'Erdogan lui reviennent dessus. Pourquoi? En réalité, Erdogan s'en rend pas compte, mais ce qui est en train de lui arriver, comme vous le savez, il a eu un score relativement décevant. Il a quand même fait 40%, mais il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à un nouveau couronnement qui aurait permis sa réforme constitutionnelle qu'il voudrait tant et qui lui aurait permis de continuer à briguer le pouvoir sans problème. Ça n'a pas eu lieu. Et en réalité, c'est drôle. Erdogan, il y a encore 2 ans, 3 ans, était un maître du monde. Ce qu'il avait fait de la Turquie, il forçait l'admiration. Il pouvait déstabiliser ses voisins, d'ailleurs, son voisin syrien Bachar el-Assad pourrait en témoigner. Et en quelque temps, il a commencé à perdre son pouvoir. Pourquoi? Premièrement, vous vous rappelez, il y a à peu près 2 ans, il y a eu ce qu'on a appelé trucs de printemps, de je sais pas quoi, d'Istanbul, etc. Enfin, des petites émeutes. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. 2 ans, peut-être. En réalité, il faut savoir que la structure du pouvoir turc repose sur plusieurs choses. L'ancienne structure, c'était la grande armée laïque qui écrase les islamistes. C'était l'une des bases du kémalisme. Mais cette structure-là a évolué. Mais n'oubliez pas que c'est en Turquie qu'est né le terme d'État profond. Et en réalité, la Turquie est un ensemble de groupes, de sectes. Et certaines ont aidé Erdogan dans sa prise de pouvoir. A priori, elles n'ont pas eu le retour sur investissement. Elles ne sont pas les seules à ne pas l'avoir eu. L'AKP, c'est quoi, d'un point de vue sociologique? C'est les paysans turcs. C'est un parti qu'on dirait... je dirais pas démocrate chrétien, parce que... Disons que c'est un parti religieux. Donc sociologiquement, c'est quoi? C'est plutôt les petites gens? Plutôt les gens des campagnes? C'est pas la jeunesse éduquée d'Istanbul qui, elle, a eu les mannes du décollage économique. Elle les a eues, les autres ne les ont pas eues. Et Erdogan n'a même pas pu dévier le fait social par si on va voiler les roues des vélos, vous inquiétez pas. Même ça, il n'a pas pu le faire.
ce public-là s'est éloigné de lui. Un autre public qui s'est éloigné de lui, les Kurdes. On me dirait, en bonne logique turque, pourquoi les Kurdes ? Pourquoi les Kurdes ? Parce que les partis kurdes, les Kurdes sont très divisés, les Kurdes de Turquie, mais même les Kurdes d'ailleurs. Ceux qui pensent au Kurdistan unifié, je vous l'ai déjà dit, je suis pas spécialiste des Kurdes, mais je suis pas chaud sur ce dossier-là. Un Kurdistan unifié, j'y crois pas. Mais Erdogan a fait pendant des années, mais il y a longtemps, lors de ses premières prises de pouvoir, de la résolution de la question kurde, c'est-à-dire du maintien du processus de négociation, un de ses axes de campagne. Donc les Kurdes étaient attirés vers lui uniquement pour ça. Ce processus s'enlisant complètement, et d'ailleurs s'étant totalement arrêté, et les partis kurdes ayant fait une mutation, c'est-à-dire, oui, on défend les Kurdes, mais on défend aussi toutes les autres minorités. Dans un pays où il y a eu beaucoup de progrès d'éducation des femmes, et où une forme de féminisme adaptée au contexte turc est en train d'émerger, c'est un discours qui a pu passer dans une partie de la jeunesse turque éduquée, pardonnez-moi. Comprenez ? Eh bien, ça a fait 10% aux élections quand même, hein, 80 députés. Hein. Eh ouais. Donc, ça, c'est le volet interne. Le volet externe, comme vous le savez, Erdogan a enfin fait quelque chose contre Daesh, et qui en réalité lui a permis d'abattre les positions des Kurdes face à Daesh. On a toujours su que la Turquie jouait double jeu à ce niveau-là. On l'a toujours su. Je me rappelle d'intervention du colonel Corvès, quelqu'un de très bien, il y a plus près de 3 ans maintenant. On a toujours su que la Turquie jouait double jeu à ce niveau-là. Toujours. Le seul problème, c'est que cette réaction brutale, vous voulez, comme disait La Rochefoucauld, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et Erdogan est sorti de l'ambiguïté à ses dépens. Alors évidemment, il prétexte l'intérêt national turc, ces gens-là feront passer des armes, des terroristes, des machins en Turquie. Bon, très bien, admettons. Le seul problème, c'est que là, maintenant, il ne peut plus jouer du double jeu qu'il a fait là. Il a obtenu que les Américains ne condamnent pas ses frappes parce qu'il a ouvert ses bases et son espace aérien aux frappes contre Daesh. Enfin, aux frappes. Si frappe il y a. Je laisse tout le monde à sa réflexion. La seule chose, c'est que Erdogan est donc un homme isolé. Parce qu'aujourd'hui, il peut plus faire mine d'eux. Qui a perdu des alliés, dont aucun parti, vu que là ils vont devoir retourner au vote, aucun parti ne veut d'entrée de jeu faire de coalition avec l'AKP. Donc il est fragilisé en interne, fragilisé en externe. Donc c'est un pouvoir qui s'effrite certes, qui reste avec des bases solides, mais méfions-nous, parce que la Turquie est vraiment un verrou régional. Méfions-nous vraiment de son évolution. En Chine, à présent, le yuan a subi une dévaluation... Yuan. Pardon ? Yuan, Pardon. A subi une dévaluation massive. Quelle est votre analyse ? Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Hein. Là encore, interne-externe. Moi, je fais toujours primer dans un État la politique intérieure sur la politique extérieure. Qui généralement, on ne fait pas de la pure géopolitique. Généralement, on continue des chaînes d'intérêt qui sont internes. La Chine... Alors, quel est le problème de la Chine ? Les chiffres de la croissance chinoise sont truqués. Oh, la bonne nouvelle. Oh, m'aurait-on menti ? Mais si ça se trouve, il n'y a pas que les chiffres chinois qui sont faux. Les chiffres européens, ils sont comment ? Les chiffres américains, ils sont comment ? Eh oui, le système se survit à coups de mensonges pour faciliter l'injection monétaire, tout simplement. C'est un sujet beaucoup traité par Olivier Delamarche, d'ailleurs. Et Philippe Béchade, c'est quelqu'un de très bien. Alors le grand souci, c'est que
Les chiffres sont faux. La bonne nouvelle. Mais derrière la fausseté des chiffres, il y a un affrontement interne beaucoup plus lourd. Je vous avais dit dans différents entretiens que la classe moyenne chinoise était un mythe. Dire pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la classe moyenne chinoise, on dit il y a une classe moyenne chinoise, si. Elle est 300 millions et elle se renforce. Vous savez qu'il y a une classe moyenne au Zimbabwe, Christopher? Est-ce que vous imaginez qu'elle ait les mêmes moyens que la classe moyenne hollandaise? Non. Certainement pas. Parce que ce qui est moyen au Zimbabwe est certainement bas en Hollande. Nous sommes d'accord? À la classe moyenne chinoise, c'est simple. Ça va de gens qui ont le niveau de la classe moyenne américaine jusqu'à des gens qui ont le niveau de vie de la classe moyenne roumaine. Il y a un gap quand même. Entre le mec de Floride et le roumain, j'ai le roumain. J'ai pas dit les gentilles jeunes filles qui viennent vous faire signer des pétitions au bas de la tour Eiffel. En réalité, ce qui est en train de faire du mal à la Chine et qui explique qu'elle soit entrée dans la guerre monétaire, parce qu'elle est entrée dans la guerre monétaire, tout le monde dévalue, toutes les monnaies baissent. Oui. Enfin, sauf l'euro, bien sûr. Sauf ceux qui n'ont toujours pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Le grand problème, c'est la Chine est entrée là-dedans pour... C'est la conséquence d'un affrontement interne. La Chine, le taux de libre-échange mondial est trop élevé pour la Chine aujourd'hui. Pourquoi? La Chine devrait consolider son marché intérieur. Comment consolider un marché intérieur dans un pays qui vieillit à un rythme accéléré? C'est le cas de la Chine, à cause de ce qui n'est qu'une projection sur le temps long de la politique de l'enfant unique, qui d'ailleurs a été largement abandonnée dans les faits. Mais c'est trop tard, la démographie, c'est la science des temps longs. C'est la science humaine des temps longs. C'est que comment structurer un marché intérieur par des revenus de redistribution. Les retraites, par exemple. Malheureusement, si vous le faites, vous augmentez le coût du travail. Nous sommes d'accord, dans un pays qui a... C'est très difficile d'avoir des chiffres fiables, mais dans un pays qui pourrait avoir un taux de chômage de l'ordre de 25%, vu la masse. C'est 1,3 milliard, c'est pas... Voilà, on n'est pas dans une ruelle à Bobigny. Hein. Vous comprenez le problème? Or, le grand souci, c'est que il faudrait que la Chine se concentre sur son marché intérieur, augmente les salaires, fasse percevoir des traitements, des retraites, etc. Si elle le fait, l'usine du monde va se désindustrialiser à cause du libre-échange, de tout ça, du libre-échange, etc. Vous me direz, une bonne partie de la technologie, elle est déjà là-bas. Alors pourquoi? Parce que d'autres boîtes pourraient aller vers plus pauvres en Afrique et contrer les produits chinois par le libre-échange. Je vous l'ai toujours dit, le libre-échange, c'est un jeu de verrotier. Ça se fait toujours au moins 10 ans. C'est pas fait pour créer de la richesse. C'est fait pour enrichir des gens, ce qui est différent. Or, le grand problème, c'est que le pouvoir central a compris ça, a compris l'urgence écologique de la Chine et l'urgence réglementaire. Vous avez vu comment on peut stocker à côté de zones pavillonnaires des tonnes de cyanure, qu'il n'y ait qu'une centaine de morts. Je n'ai pas d'informations, donc je ne conteste pas le chiffre officiel qui m'apparaît pourtant bien doux. Serait un miracle. Ce que je souhaite d'ailleurs, évidemment, pauvres gens. Le problème, c'est qu'ils vont s'amuser parce que le cyanure, parce qu'il y avait c'est quoi, c'est du cyanure de sodium? Ouais. Donc ça explose au contact de l'eau, ça brûle au contact de l'air. Ça va être sympa quand ça sera entièrement vaporisé. Mais le grand souci, c'est que le pouvoir central, je pense, l'a compris. Mais les régions, elles disent non, nous on a besoin de l'illusion des 7 à 10% de croissance. C'est pour ça qu'ils ont fait des villes vides, à votre avis. C'est pas uniquement pour l'esthétique. Hein. C'est comme avoir un portrait de Roselyne Bachelot dans sa salle de bain.
c'est pas une affaire d'esthétique. Donc, Vous connaissez des gens qui ont ça? ça doit exister, tout existe. Tout existe, malheureusement d'ailleurs. Le grand problème, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc la Chine entre dans l'arme monétaire pour retrouver de la compétitivité, aussi pour faire pour dévier de sa stratégie de coller aux Américains. Oui, mais je pense que ça vient en dernier lieu. Je pense qu'avant tout, ça traduit le fait que le modèle chinois arrive à bout de souffle et qu'à un moment, on aura une correction. Et qu'en effet, les 7% deviendront 4% de croissance. Mais c'est notre futur à tous. À un moment, il faudra arriver à penser le monde sans la notion de croissance et d'accumulation et d'arriver à penser les rapports sociaux autrement. Pour la Chine comme pour les autres. Dernier point, la Chine entraîne toute l'économie de ce qu'on appelle à tort les BRICS comme un tout unifié. La Chine les entraîne, ils sont tous en train de dévisser. Pourquoi ? Parce que ces pays-là n'ont pas suffisamment... Ils ont eu des développements tels que l'Occident entend le mot de développement. Alors, non tel que l'Occident a vécu le développement. Ils n'ont pas eu de développement équilibré, statocentré, droit de douane, etc. Ce que par exemple a eu la Corée du Sud. Moralité, ce sont des régimes, ils ont fait des régimes d'accumulation parfois fous d'un point de vue énergétique, fous d'un point de vue écologique, fous d'un point de vue financier, et moralité, et la Chine, qui est le plus lourd d'entre eux, les entraîne tous. Voilà, ça dans le contexte où si la Chine commence à dévisser un petit peu, le moteur mondial américain est arrêté. Quant au moteur européen, pourquoi l'Europe fait 1% de croissance, et en plus, Ukaïda, elle fait les tours du stade, avec ça en plus. Avec ces 1%. C'est vraiment... si la croissance revient, je me représente, disait un humoriste récemment. Parce que on sait que les prochaines grosses injections monétaires vont avoir lieu là, c'est tout. À un moment, je pense que l'un des meilleurs qui pose ce problème-là, c'est vraiment quelqu'un de très bien, qui est Philippe Béchade. À un moment, on va arrêter de se camer à la monnaie, on va faire autre chose. Quand on sait que 99% des opérations de bourse statistiques officielles ne servent à rien, non mais c'est Slate, qui est quand même l'organe pensant du monde, c'est-à-dire les intellos de la Pravda, qui a balancé ça. Si eux se l'autorisent, je leur prends. Faut quand même pas déconner. La seule chose, c'est... Vous vous rendez compte ? C'est qu'à un moment, on va devoir aller vers un autre système. Plus on retardera, pire ce sera. Voilà. Et tout ce qui a été de l'ancien système, la domination du dollar, l'euro, l'Union européenne, etc., tout ça, ça devra crever. Et si vous laissez l'un des vestiges de ce monde-là, alors c'est lui qui vous enterrera. Je vous le dis clairement. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Terminons la partie internationale maintenant avec une dernière question d'un adhérent, de Barbet, qui voudrait votre avis sur les conditions de la fusion entre Nexter et KMW. Comme je le dis souvent avec les Allemands, ne faites jamais affaire avec ces gens-là. Alors Nexter, c'est français, c'est les véhicules blindés à roues. L'autre, KMW, c'est allemand, c'est les véhicules blindés à chenilles. Donc évidemment, on ferait un nouveau tank dans les années 2020, etc. Je rappelle que le programme Scorpion est toujours en cours. Donc la modernisation du char Leclerc, qui est menée par Renault et Thales. Donc voilà, si vous voulez, moi je suis assez catastrophé que ce sous-effet de la loi Macron, c'est un sous-effet de la loi Macron, qui a permis la privatisation encore d'une industrie stratégique, il est hors de question de faire ça avec les Bosch, quoi. Mais de faire ça avec n'importe qui en plus. Avec les Bosch encore plus, mais avec les autres non. Si vous voulez, ils ont toujours pas compris comment ça marche. Les compensations aux droits de douane par Giscard au service de l'Allemagne, Communauté européenne du charbon et de l'acier au service de l'Allemagne. Ils ont toujours pas compris. C'est pas grave.
Voilà, c'est... Alors vous me direz, l'État va via GIAT tient 50%, mais voilà, je n'ai aucune confiance là-dedans. La logique des champions, elle est nationale. Ok. Sinon, vous faites un champion national français, vous le donnez à une nation étrangère. Ça s'appelle de la haute trahison, ça. Sarkozy l'a fait retirer, d'accord. Le problème, c'est que le titre 5 du code pénal existe encore. Sur les atteintes au bien de l'État. Et pour ma part, ceux qui font ce genre de truc devraient s'attendre un jour ou l'autre à être traînés devant les tribunaux. Ou pire, mais ça évidemment, on ne peut pas appeler à ça. Même si le jour où ça arrivera, je le regretterai, bien sûr. Mais mollement, pardonnez-moi. Je fais juste un dernier aparté. Là, par contre, qui me concerne. J'ai beaucoup lu et ça m'a beaucoup peiné sur les considérations que j'avais sur la Russie. Et si vous voulez, je n'ai absolument pas l'étoffe d'un agent russe ou quoi que ce soit. Si vous voulez, c'est... Au début, ça me faisait rire, maintenant, ça me fait beaucoup moins rire. D'être accusé de déloyauté à mon pays. Je supporterais d'être accusé de déloyauté à mon gouvernement, mais le jour où mon gouvernement sera loyal avec mon pays, on en reparlera. En réalité, il faut comprendre une chose. Moi, aujourd'hui, je vois se multiplier des gens, malheureusement, ça je le connais trop, dans un pays qui a un déficit identitaire, comme la France actuellement, tout le monde adore les binationaux. Nos maîtres, mais également ceux qui s'y opposent. Et je vois de plus en plus de gens qui sont des franco-russes, comme à une époque l'extrême droite créait à l'échelle industrielle des Allemands à passeport français. Moi, je ne suis pas un binational, ni intellectuellement, ni civilement. Moi, il y a des peuples que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les peuples latino-américains, j'aime beaucoup l'Asie. Le peuple chinois, enfin le grand peuple Han, le peuple Khmer. Le peuple Khmer pour des raisons aussi familiales. C'est un peuple que j'ai appris à aimer, à admirer. Par contre, s'il y a un peuple que j'admire par-dessus tout, c'est certainement le peuple japonais. On va en reparler certainement en rubrique culture. Mais, voilà, moi j'ai pas d'admiration particulière pour les Russes. Je les aime bien. Je les aime bien à titre personnel, mais surtout, en réalité, si on soutient certaines des positions de Vladimir Poutine, c'est pas du tout par fascination, par quoi que ce soit. La Russie est un État qui n'est pas tout à fait dans l'état dans lequel vous pensez qu'il est, qui n'a pas l'affection pour nous que vous pensez qu'il a, et qui ne fera que peu de cas de notre survie ou de nos intérêts. La seule chose, c'est que Vladimir Poutine est un stabilisateur pour la vie politique internationale. Ça, c'est pas un présupposé idéologique, c'est un constat. Il a stabilisé des situations. Là où l'Occident fait basculer des situations. Or, pour que la France puisse revenir sur la scène internationale, elle a besoin de stabilité. Elle ne sait faire que ça. Nous, c'est horrible à dire, on sait être des vilains petits canards. Le général de Gaulle était de l'Occident le vilain petit canard. Moralité, tout le monde le respectait et personne n'aurait craché ou regardé de travers la France à l'époque gaullienne. Personne. La seule chose, c'est que nous sommes des stabilisateurs, nous sommes des Vestphaliens. Nous avons besoin d'un ordre international stable, avec des règles. Nous ne sommes pas des Ordo ab Chao. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, en termes internationaux, n'est pas une posture stratégique, est une mesure tactique. Et je pense que l'étude fine de la vie politique américaine, enfin de la diplomatie américaine, tend à accréditer ce que je dis. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas faire un programme du bordel. Vous causez le bordel temporairement parce que généralement vous ne savez pas quoi faire. C'est un aveu de faiblesse. Or, aujourd'hui, nous sommes face à des puissances occidentales qui aiment créer le merdier. Or, nous avons besoin de gens qui stabilisent pour que la France puisse se réinsérer dans une scène internationale stable. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire ni lécher les bottes de GI, pas plus que de lécher les chapkas ou de lécher les babouches. Voilà. Moi, je suis vraiment à titre personnel.
moi je commence à très mal porter cette accusation, parce qu'elle est fausse. Je le dis sincèrement, je n'ai pas ni une confiance ni une admiration sans bande pour les Russes. Je dis juste que j'agis par rapport aux intérêts de mon pays. Ensuite, si je devais uniquement parler des nations pour lesquelles j'ai vraiment de l'affection à titre personnel et humain, eh ben je vous parlerai du Japon et de l'Irlande. Et certainement de plusieurs pays latino-américains. Point. Voilà. Le reste, un État, ça n'a pas d'amis, et une nation, ça n'a pas d'amis. Une nation, c'est comme un individu, c'est ontologiquement seul. Bien le comprendre. Et pour ça, et quand on est seul, eh bien, ça ne veut pas dire être en guerre perpétuelle avec les autres, ça veut dire jouer au mieux de ses intérêts, dans la collaboration, sur certains dossiers, dans l'affrontement sur d'autres, mais mettre chez nous. Cela implique une incidente. Je suis de plus en plus dérouté par des gens qui se plaignent parfois d'ailleurs de manière délirante, de l'américanomorphie ambiante, c'est-à-dire que tout est forme américaine, et qui ne pensent que de géopolitique, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils pensent entre l'amiral Mahan et Mackinder. C'est con. En disant oui, mais nous, il faut faire l'Eurasie, les puissances de la Terre, etc. Ok. Rigolons peu, mais rigolons bien. Quel est le seul... Je vais vous faire une devinette et vous allez essayer de trouver la réponse. Je suis... On est un peu comme chez Le Perse. Question pour... Enfin bon. Je suis un pays qui a la moitié de sa façade de ses terres métropolitaines en face de la mer. Je suis le deuxième espace maritime mondial. Je suis la France. Donc si vous détestez tellement les puissances de la mer, bah faites attention, vous marchez dessus. La France aussi est une puissance de la mer, et elle le sera de plus en plus si elle doit survivre. Donc, avant, parce que l'Eurasie, je vous le dis tout de suite, c'est un projet qui généralement d'ailleurs est un projet qu'une partie de l'élite russe survend, parce que la Russie devient une puissance asiatique. C'est d'ailleurs, je ne le regrette pas, je leur souhaite, parce qu'ils vont vers les marchés solvables, je leur souhaite bien du courage, le problème n'est pas là. Mais la Russie s'asiatise, ce qui n'est pas du tout dans ma bouche un défaut, loin de là. Le seul problème, c'est que c'est un fait d'observation. Or, le souci, c'est que le projet de route de la soie, etc., peut très bien se retourner contre nous. Parce que la Russie, comme les États-Unis d'ailleurs, depuis le 19e siècle, ont plutôt parié économiquement sur l'Allemagne que sur nous. Et je suis certain que même que comme l'Allemagne a comploté contre la Russie en Ukraine, que c'est l'Allemagne qui a foutu, plus que les Américains qui a foutu le merdier dans la situation ukrainienne, je suis certain que les Russes, passés la colère, reviendront vers les Allemands et pas vers nous. Donc, à un moment, voilà, une nation, c'est comme un individu, c'est ontologiquement seul. Donc voilà, la France trouvera avec qui voudra faire avec elle, trouvera des alliances au mieux de ses intérêts. Mais d'ici là, une fois qu'elle sera redevenue souveraine, bien évidemment, sinon malheureusement elle n'est rien. Par contre, un État, ça n'a pas d'amis, nous n'avons pas d'amis. Nous aurons des alliés de circonstance. Point. Bon, voilà qui est dit, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent d'être un agent allemand ? Un agent allemand ? Sans doute que ça existe, c'est ça ? Vous pourriez être un très mauvais agent allemand. C'est possible, mais disons que... Je pense que ça doit être les mêmes personnes qui ont un portrait de Roselyne Bachelot dans leur salle de bain. Oui. Oui, ça doit être les mêmes. Psychiatriquement, c'est intéressant comme cas. Là, j'ai plusieurs amis qui pourraient vouloir ça, soit sur leur divan, soit au Muséum d'Histoire Naturelle. Si vous en connaissez, gardez-les-moi surtout. Et bien, passons à la partie lecture. Quels sont vos conseils pour la rentrée ? Alors que nos auditeurs qui sont des élèves assidus viennent, j'imagine, juste de finir le livre d'Hervé Juvin, Le mur de l'Ouest n'est pas tombé, puisque c'était la lecture de l'été. Tout à fait. Mais d'ailleurs, si ceux qui ne l'ont pas lu, je le maintiens.
quand même un des ouvrages les plus importants de ces dernières années. Alors, je vous en ai pris 3, et là par contre je ne vais pas descendre de livres parce que j'avais pas trouvé. J'avais pris 3 qui sont assez récents, et je vais commencer par vous parler par contre là d'un vieux livre d'abord. Il s'agit de ne pas se rendre, qui est aux éditions Arléa. Vous le trouverez plus que sur Amazon ou vous le trouverez plus en neuf, mais vous le trouverez à très très peu cher. C'est le compte rendu de 5 duels que Régis Debray a fait sur France Culture avec Jean Ziegler. Qui est Jean Ziegler ? C'est un intellectuel d'extrême gauche suisse qui est l'un des derniers vestiges du tiers-mondisme. Et en réalité, pour que vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais les gens qui votent pour Mélenchon, c'est pas des gens fiables, etc. » Le problème, il n'est pas là. Il faut que vous compreniez l'état intellectuel d'une partie de la gauche. Or, l'homme qui a essayé d'interroger cette gauche-là, alors que le mur de Berlin vient de tomber, le mur de Berlin, c'est des trucs qui datent de 93-94, le mur de Berlin est tombé à peine 5 ans avant, quoi. Et Debray essaye de les mettre dans le 21e siècle, en parlant déjà du Régis Debray tel qu'il est, avec le retour du religieux, la souveraineté, la nation, la République, tout ça. Bon. Et Ziegler, qui est un homme honnête, il est honnêtement à côté de la plaque. Mais il est honnêtement. Vous savez, Debray, je relis énormément de Debray parce que je sais qu'un jour je serai certainement amené à écrire un ouvrage sur lui, parce que c'est un homme qui le mérite. À mon avis, un des plus grands penseurs français vivants. Il a essayé de dialoguer avec cette gauche-là, comme il a essayé de dialoguer avec Mélenchon, comme il essaie de dialoguer avec Bricmont, comme il essaie de dialoguer avec tous ces gens-là, souvent sans succès d'ailleurs. Lisez ce petit bouquin-là, il est très court, vous allez apprendre des tas de trucs, vous allez surtout apprendre pourquoi, quels sont les fantômes. Je dirais le mot fantôme beaucoup plus que le terme de mythe, parce que le mythe, comme accès à la vérité, est mobilisateur. En réalité, ce sont des fantômes de pensée. Ce sont les fantômes d'un marxisme délavé, parce qu'en plus c'est très loin du marxisme stricto sensu. Si vous voulez, lisez ce petit bouquin-là, il s'agit de ne pas se rendre. Et vous comprendrez aussi, d'un certain côté, l'échec de Tsipras, l'échec de tous ces gens-là, l'échec de Podemos. Et c'est du Debray, quoi, donc c'est un petit livre qui vous en fera gagner tellement, comme toujours avec Debray. Chez les plus neufs, alors celui-ci, Dans la nuée, de Byung-Chul Han, alors qui est un penseur coréen vivant en Allemagne. Alors c'est pour ceux qui s'intéressent aux pensées comme Bernard Stiegler, c'est-à-dire à tous ceux qui s'intéressent au rapport, à l'influence des nouvelles technologies. J'ai trouvé ce petit livre assez passionnant, Réflexion sur le numérique. Ça s'appelle Dans la nuée, aux éditions Actes Sud. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est une réflexion vraiment poussée. Poussée sur l'influence de la technologie sur le psychisme, mais pris à partir d'exemples très concrets. C'est un penseur très empirique. Un homme brillant, un ouvrage très court, mais très intéressant. Par contre, en plus, cerise sur le gâteau, il a été descendu par les Inrocks. Alors un ouvrage traduit en justice pour malpensants par un Sud-Coréen, par un Coréen vivant en Allemagne, alors que théoriquement aux Inrocks, dès que vous n'êtes pas français, vous êtes quand même au-dessus du lot. Là, c'était les heures les plus sombres. Bah non, les Coréens, ils n'ont fait que les vivre, les heures les plus sombres, merde. Mais bon, vous savez, les heures les plus sombres de notre avenir seront écrites par des gens des Inrocks, certainement. Sincèrement, lisez ce petit bouquin-là. En plus, c'est pas jargonnant comme peut l'être Stiegler ou des gens comme ça. Alors,
un ouvrage que moi je trouve magnifique, mais qui est très dur, je ne vous le cache pas, mais qui est débordant de génie. C'est un ouvrage de Maître Tadao Takemoto, L'âme japonaise en miroir. Alors, en réalité, qui est Tadao Takemoto ? Tadao Takemoto est issu d'une vieille lignée de samouraïs. Et il était le traducteur en France, au Japon, de Malraux. Et là, si vous arrivez vous allez voir que des hommes, et particulièrement des Français, il y a aussi des étrangers, je pense à Einstein particulièrement, se sont penchés sur la civilisation japonaise et ont eu des fulgurances. Mais quasiment tous des Français. Claudel, Lévi-Strauss, Malraux. Surtout Malraux. Vous imaginez pas ce qu'a été la France à une époque. Et encore, pas autant de Jeanne d'Arc, autant de Gaulle. Je vous donne un exemple. Avant son mariage, le jeune empereur doit subir ce qu'on appelle la leçon impériale. Et elle doit lui être donnée par l'un des grands hommes de culture japonaise. L'actuel empereur, vous savez qui lui a donné la leçon impériale ? Malraux. À la demande d'un grand écrivain japonais qui était Kawabata, qui était un des amis de Mishima. Et quand vous voyez ce qu'ils écrivent, ce que Maître Takemoto écrit sur le sanctuaire d'Ise, sur le culte des kami, vous verrez à quel point ce peuple, à nul autre pareil, a créé comme monument du génie humain. Et surtout, ça va aussi vous, pour ceux qui arriveront au bout, ça va vous donner aussi une idée de ce que nous devrons faire dans l'avenir. Ce que Hervé Juvin, à la suite d'ailleurs d'un autre livre dont je vous avais parlé, Géoculture, de Thomas de Flichy, un ouvrage brillant de ce que nous devrons faire pour réhumaniser notre monde. Et je vous cite Malraux dans l'Asie et le Japon, Symposium de Kyoto 1974. Donc prenons garde que le dialogue de l'Europe et de l'Asie, c'est un dialogue racine contre racine. Et c'est ce que nous devrons faire quand ce monde sera à reconstruire. Et le dernier, parce que je reconnais que L'âme japonaise en miroir est un ouvrage difficile. Mais de toute façon, vous l'achèterez, vous le lirez, vous le relirez. Vous accompagnera toute votre vie, je pense. Un ouvrage extraordinaire. J'en ai rarement... Là, on revient à quelque chose de plus... pas de plus terre à terre, mais un petit ouvrage assez exceptionnel. Et si vous voulez comprendre que ce soit la mentalité américaine par rapport à M. Trump, c'est-à-dire le populisme américain, si vous voulez comprendre les crises financières, si vous voulez comprendre l'histoire des étalons polymétalliques, argent, or, eh bien, vous avez deux voies. Soit vous allez vers les vrais professionnels, donc par exemple vers Norman Palma, soit vous lisez ce petit ouvrage, Il était une fois l'économie. Il est quand même pas bien long. Il est de 130 pages à peine, de Luca Galesi, et je vous le dis tout de suite, c'est un auteur italien. J'ai rarement vu quelqu'un connaître l'histoire profonde des États-Unis comme ça. Ça concerne uniquement les États-Unis ? Non. En réalité, c'est très loin au début. En réalité, ça concerne le Magicien d'Oz et Mary Poppins. Si je vous disais que le Magicien d'Oz, c'est l'histoire de la crise de 29, que Mary Poppins, c'est l'histoire du crédit social, qui était l'une des principales théories politiques faites contre la City. Pourquoi ? Parce que les banques ont ruiné la famille de celle qui a créé Mary Poppins. Alors vous me direz, ouais, bon, ça part des contes pour enfants. Eh ben, je vous le dis tout de suite, moi on m'a offert cet ouvrage. Au début je me suis dit, ouais, bon, les contes pour enfants. Je m'en serais voulu à mort d'avoir raté ce bouquin. Parce que là vous allez comprendre le problème des étalons monétaires. Vous allez comprendre aussi
que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le système oligarchique financier a eu des ennemis terribles en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il les a brisés, mais qui a eu des combats très lourds, qui ont été perdus certes, mais vous verrez le peuple américain et le peuple anglais différemment. Et vous verrez des théories politiques et économiques qui ont été opposées à la City d'abord, à Wall Street ensuite. Crédit social, nous sommes dans les années, nous sommes avant la crise de 29, bien avant. Enfin, bien avant. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est Mary Poppins. Enfin, ça, à la fin, donc dans les années 10, 15, 20, ce sera Mary Poppins. Et ensuite, le magicien d'Oz, là, c'est quasiment l'époque des raisins de la colère. Donc, si vous voulez comprendre la naissance de la Fed, ce qui n'est pas tout à fait n'importe quoi pour comprendre ce qui nous arrive, mais vraiment, il était une fois l'économie. C'est un petit bouquin extraordinaire. Chez bien sûr notre ami Pierre-Guillaume Deroux. Merci Pierre-Yves Véron. Merci à vous. Merci à nos auditeurs qui sont toujours aussi nombreux à nous suivre. Donc rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien. Et quant aux adhérents du Bréviaire des Patriotes, je vous dis à tout de suite pour la question bonus qui sera consacrée au rapprochement entre Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Pierre Chevènement. A tout de suite.